où que vous soyez dans le monde. Sentez-vous individuellement salué. Les présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi se sont récemment rendus au Niger pour y rencontrer les autorités dans le cadre d'une médiation sur le conflit opposant le régime de Talon à l'État du Niger, notamment autour de l'exploitation du pipeline Koulélé-Sémé-Podji. Nous avons tous suivi les images de l'arrivée des dirigeants, des anciens dirigeants béninois au Niger. Et je dois vous dire que ces images m'ont personnellement plu. Je vais donc donner mon analyse de la symbolique, de la signification de cette visite et des enseignements que l'on peut en tirer. Parce que je crois qu'ils sont peut-être même encore actuellement au Niger, ils ne sont pas encore repartis. Des enseignements que je peux en tirer à partir des éléments d'information qui sont les miens, tout en vous précisant que je n'ai aucune connaissance du contenu de l'entretien confidentiel, top secret, qu'ils ont eu avec le président du Niger, son Excellence Abdourahmane Tiani. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Il y a même le fait que quand ils sont sortis de l'audience au palais présidentiel de Niamey, ils n'ont pas fait de déclaration. Mais ce fait-là est un renseignement important. Moi, je vais analyser leur silence. Car en réalité, le silence en politique est aussi une forme d'expression. Alors donc, ma réaction, je la fais en 3 moments. Premier moment, les présidents Nicéphore Soglo et Yayi Boni sont donc arrivés au Niger. Quelles sont mes remarques sur la forme de la visite? Qui m'a personnellement beaucoup plu, la forme de la visite. Ça, ce sera l'objet, la première partie de mon analyse. La deuxième partie, c'est maintenant le fond. Comment interpréter le fait qu'ils n'aient pas fait de déclaration à la sortie de leur audience avec le président Tiani? Pourquoi ils n'ont pas fait de déclaration? Nous pouvons savoir pourquoi ils n'ont pas fait de déclaration. Même si nous ne savons pas ce qu'ils se sont dit avec le président Tiani, nous pouvons, par des hypothèses tout à fait argumentées, savoir pourquoi ils n'ont pas fait de déclaration. Et enfin, troisième et dernière partie de notre analyse de ce micro-sujet, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les perspectives qu'on a devant nous à l'issue de cette visite? Est-ce qu'on peut dire que cette visite est un succès? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est un échec? En tout cas, qu'est-ce qui peut être tiré de cette visite? Voilà la manière dont nous allons analyser cette affaire. Alors, d'abord, commençons par le premier point. Les aspects formels de la visite. Qu'est-ce qui m'a plu? Je tiens à vous faire remarquer que les anciens présidents béninois ont été accueillis avec faste et dignité. Dès l'aéroport de Niamey, le numéro 3 du CNSP, si je ne me trompe, le ministre d'État, le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur et donc de la sécurité du Niger, a été accueillir les 2 anciens chefs d'État béninois. Ils ont été accueillis conformément à leur rang. Puis, j'ai suivi le fil des images. Ils ont été, le mardi, accompagnés au palais présidentiel, où on les a vus installés dans la salle d'audience du palais présidentiel, où par la suite, ils ont été reçus par le président Tiani. Et l'entretien qu'ils ont eu a duré plusieurs heures avec le président Tiani. J'ai vu les photos qu'ils ont prises avec le président Tiani et les expressions gestuelles qu'ils ont eues avec le président Tiani. D'abord, il faut dire que de tous les hommes d'État qui étaient là, il y en a un qui est très fort en relationnel. C'est le président Yayi Boni. Vraiment, si vous êtes en colère contre le président Yayi Boni, il ne faut jamais le rencontrer. Parce que si vous le rencontrez, quelle que soit votre colère, vous ressortirez avec un sourire. Il est capable d'une humilité. Il est capable d'une humilité décapante qui vous désarme. Je ne sais pas, il y a des gens, vous avez un vrai problème avec eux. D'accord? Et vous vous dites, le jour où je vais le voir, là, le jour où celui-là
quand je vais le tour, il va comprendre qui je suis. Une fois que vous êtes devant eux, leur bonhomie, leur bienveillance, leur humilité sont telles que, franchement, vous êtes obligé, votre colère baisse d'un ton. Yahi Boni est un spécialiste de l'humilité dans les relations de proximité. Quand vous entrez en contact avec lui, vous pouvez même penser que lui n'a jamais été président. Il est très fort pour ça. Regardez le nombre de personnes qu'il a embrassées depuis qu'il est arrivé à Niamey, Yahi Boni. Il distribue des bisous, il distribue des tête-à-tête au premier venu. Officier, supérieur, pas supérieur. Yahi Boni, il salue tout le monde avec la main en bas. Alors, c'est son côté pasteur. C'est ça son côté pasteur, là. Vous savez, Yahi Boni, c'est un choriste. C'est un choriste d'église. Vous avez déjà vu en train de chanter, non? Il joue même de la guitare et il chante. Yahi Boni, que vous voyez là. C'est un chanteur de gospel, de chants religieux. Donc, c'est quelqu'un qui sait entrer dans le cœur des gens. Franchement, il n'y avait pas meilleur, il n'y avait pas meilleur envoyé possible. Il n'y avait pas meilleur personnage possible pour refroidir le cœur qui chauffe des dirigeants nigériens, du peuple nigérien, que Yahi Boni. Dès qu'il est descendu, regardez, dès qu'il descend de la voiture, il était prêt même à saluer le portier de l'aéroport avec déférence, Yahi Boni. Mais il y a un autre personnage là, qui s'appelle Nicéphore Soglo. Lui, sa spécialité, c'est la franchise. Et avant de venir au Niger, il avait déjà touché le cœur des Nigériens par des vérités qu'il a dites à Talon. La vidéo dans laquelle il dit que Talon s'est planté contre le Niger a fait beaucoup de bien au peuple et aux dirigeants nigériens. C'est-à-dire que, comme Soglo est un homme qui est connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche, et il avait une épouse qui, dans ce domaine-là, était la championne des paroles directes, de la parole orthogonale, frontale. C'est feu Madame Soglo. Femme politique, hein? Plusieurs décennies élue au Parlement béninois. Madame Soglo, aujourd'hui décédée. Donc, dis-moi qui tu épouses, tu me dis, je te dirai qui tu es. Soglo, c'est l'homme du franc-parler. Comme on dit chez nous à Abidjan, sa bouche ne porte pas qu'à le sang. Quand il veut te dire ce qu'il pense, il te le dit. Même si tu as un revolver à sa tempe. C'est comme ça que les Soglo sont. Son épouse, je crois qu'elle s'appelait Rosine, paix à son âme, elle était comme ça. Vous pourrez retrouver sur le net les interventions au Parlement béninois de notre sœur, de notre doyenne bien-aimée, Madame Rosine Soglo, paix à son âme. On l'appelait femme-garçon. Femme, même son mari ne pouvait pas la tenir. Quand elle se déchaînait au Parlement béninois, même son mari, même si on s'en va chercher son mari, pour dire, viens calmer ta femme, il dit, non, je viens après. Elle va se calmer toute seule. C'était une dame directe. Et Soglo a ça. Donc, les deux chefs d'État, anciens chefs d'État béninois, qui sont venus au Niger, sont vraiment des gens qui ont un caractère que le peuple nigérien aime. 1. L'humilité. Yahi Boni. 2. La franchise, la sincérité. Les Nigériens aiment les gens qui sont comme ça. Soglo. Parce que Yahi Boni, c'est pas le roi de la franchise. Hein. C'est un grand flatteur. Quand Yahi entre dans ton oreille ici, on dirait du coton-tige, tout doux. Quand lui, il commence à te parler là, ton oreille reçoit du miel. C'est le miel qu'il met dans ton oreille. Lui, c'est un flatteur. Soglo n'est pas flatteur. Alors, il est flatteur parce qu'il est humble, parce qu'il aime négocier, parce qu'il aime s'en sortir, parce qu'il aime trouver des solutions. Yahi Boni. Soglo, lui, il est franc parce qu'il aime aller au fond des problèmes. Et comme c'est quelqu'un qui, en réalité, est habitué à appeler un chat, il considère que c'est sa marque de... Alors, très bien. Donc, ces deux-là, vraiment correspondent à la mentalité des Nigériens que j'étudie depuis plusieurs années. Les Nigériens sont des gens très humbles. Ils sont d'un abord facile. Mais attention, il ne faut pas essayer de les tromper. Parce que tu les trompes une seule fois. Les Nigériens, là, tu les trompes une seule fois. Je discutais avec quelques officiels, il y a un mot.
Il y a un mot qu'on entend souvent chez les grands Nigériens. C'est que, eux, dans le Sahel, les Sahéliens ont la rancune tenace. Ils ont la rancune tenace. C'est-à-dire que quand tu leur as fait une crasse, tu ne réussis qu'une seule fois à leur faire une crasse. Ils ne te donnent jamais l'occasion de faire une deuxième. Ça, il n'y a rien à faire. Dans la psychologie des Nigériens, c'est comme ça. Tu me roules une fois. Si la deuxième fois tu me roules encore, je m'en veux moi-même à mort. Je ne t'en veux plus. C'est à moi que j'en veux. Vous comprenez? Donc, je suis toujours dans les éléments formels de cette visite. J'ai aimé que ce soit ces deux émissaires. L'un représentant la grande humilité et l'autre la grande sincérité. Et vous voyez très bien qu'au fur et à mesure qu'ils sont restés à Niamey, vraiment, les visages se sont décrispés. Regardez les images. Les visages sont décrispés. Alors que le ministre, par exemple, que Yahi Boni, Patrice Talon avait dépêché, et qui vient un petit ministre comme ça. Tu viens dans une capitale, tes homologues de même degré te reçoivent. Tu as un message pour le chef de l'État, on dit ok, donne, on va lui donner. Tu repars à Cotonou, tu te mets à te plaindre. Je suis allé, on ne m'a pas reçu. Toi, tu es qui? Est-ce qu'un ministre d'un pays étranger peut imposer à un président de la République de le recevoir? Vous voyez déjà la différence d'allure au niveau de la forme entre l'ancien émissaire de Talon, le ministre de l'énergie qu'il avait envoyé du pétrole, et le comportement des deux anciens présidents béninois. Vous avez vu la patience qu'ils ont eue? Ils sont venus, ils ont été accueillis par le numéro 3. Ils ont sagement attendu que le président en exercice du Niger, Tiani, veuille bien les recevoir. Est-ce qu'ils ont fait une déclaration à gauche à droite? Est-ce que vous avez entendu une phrase perdue dans la presse? Non. Humilité et sincérité. Voilà les qualités de ceux qui doivent rassembler les Africains. Être humble et être sincère. Maintenant, je passe au contenu de la visite. Parce que c'est sûr que ça nous intéresse de savoir quel est le contenu de cette visite. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire? Bon, ici, comme on n'était pas là-bas, ni vous ni moi, on est obligé d'imaginer ce qu'ils sont venus dire. Je peux réduire le message des présidents Yahi Boni et Talon, de mon point de vue, Yahi Boni et Nicéphore Soglo, en ceci. Chers frères, Excellence, Monsieur le Président Tiani, nous sommes vos frères du Bénin. Le peuple béninois et le peuple nigérien sont frères. Nous sommes liés pour la vie. Votre malheur est notre malheur. Nous venons vous demander pardon pour ce que notre président Talon a fait quand il a déclaré la guerre contre vous, parce que c'est de là-bas que tout a commencé. Nous vous demandons pardon. Ce qu'il a fait là, lui-même a reconnu qu'il n'aurait pas dû le faire. Il a reconnu qu'il fallait changer de politique. Mais certes, les conséquences, il ne les a pas mesurées. Nous venons, en tant qu'anciens chefs d'État, vous dire que l'écrasante majorité du peuple béninois, que nous entendons tous les jours, n'a pas approuvé l'instrumentalisation de la CEDEAO contre vous. Voilà ce qu'ils ont commencé par dire. Or, si les dirigeants actuels du Bénin avaient tenu ce langage-là, il y a longtemps que la crise dans laquelle nous sommes aurait commencé à être désamorcée. Je continue à imaginer les présidents Yahi Boni et Soglo en train de parler. Deuxième chose, nous constatons qu'il existe encore des crispations entre vous, président, votre régime, et le régime de notre frère, notre petit frère Patrice Talon, au Bénin. Vous-même, vous savez que nous-mêmes, on a souffert de ce Patrice Talon au Bénin là-bas. Vous savez ce que ce monsieur nous a fait. Yahi Boni dit, vous savez que ce monsieur a failli me tuer plusieurs fois. Vous savez qu'il a tenté de m'empoisonner. Moi-même, j'ai pardonné. À cause de Dieu. À cause de la paix. De la tranquillité de mon pays, j'ai pardonné. Président, qu'est-ce qu'un homme peut vouloir faire de pire à un autre homme si ce n'est pas vouloir le tuer? Donc, président, pardon. En tant que nous sommes africains, je vous demande d'accepter qu'on examine les points de crispation. Mais déjà, de mettre dans votre cœur le pardon. Ça, c'est Yahi. C'est Yahi qui dit ça. C'est la spécialité de Yahi. Yahi a dit,
j'imagine. Moi, Talon a voulu me tuer. Ce n'est pas que j'ai eu les preuves de tout qu'il a voulu me tuer. Je suis un survivant de Talon, moi qui suis devant vous. Pourtant, c'est moi qui viens vous dire pardon. Est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Regardons ce qui ne va pas. On va essayer de parler à Talon, qu'il comprenne qu'on ne peut pas procéder comme ça avec un pays frère, et comme ça, nos peuples ne vont pas souffrir. Quant à Nicéphore Soglo, j'imagine qu'il a pris la parole pour dire, mais monsieur le président, quel intérêt y a-t-il à ce qu'il y ait un conflit entre le Niger et le Bénin? Moi, je suis économiste de formation. Je suis un technocrate. Je connais toutes les organisations internationales. J'ai travaillé au FMI pendant longtemps, avant même d'être président au Bénin. Mais c'est nous qui perdons. Nous, Béninois, nous sommes en train de faire des pertes sèches sévères, terribles. Nous sommes en train d'effondrer notre économie. C'est grave, les conséquences de cette crise. De votre côté, vos acteurs économiques qui prospéraient dans leurs interactions avec nous, ils sont à la peine. Président, voici les chiffres. J'ai demandé à mes équipes de me donner les chiffres des pertes. C'est notre responsabilité de prendre le taureau par les cornes et de résoudre nos problèmes, au lieu de laisser que les puissances étrangères viennent avec leur médiation intéressée et biscornue. S'il vous plaît, Président, permettez que nous aidions à faciliter. Vous voyez? Voilà ce qu'ils leur ont sans doute dit. Et maintenant, le Niger, le président Tiani, j'imagine, j'ai dit que je ne sais pas ce qu'ils ont dit, j'imagine. Le Niger a simplement sorti toutes les preuves des actes posés par Talon contre lui. D'abord, le rôle de Talon dans les tentatives d'agression de la CEDEAO. Le Niger a rappelé tout ça. Vous savez, le président Tiani que vous voyez là, il a une mémoire parfaite. Allez, avant de le rencontrer, je le connaissais essentiellement comme militaire, stratège. Militaire, d'accord? Mais quand vous rencontrez le président Tiani, vous vous rendez compte que, en fait, c'est aussi un historien politique. C'est un excellent historien politique. Et il ne dit pas des choses en train de lire. Quand il s'assoit pour vous parler d'une question politique, le président Tiani ne lit pas quelque chose. Il vous raconte l'histoire, étape par étape, de mémoire. Et il vous explique chaque événement tel qu'il le comprend. C'est quelqu'un qui comprend intellectuellement, profondément et intuitivement l'histoire de notre continent. Et qui la possède en lui, comme un savoir qui s'est fait cher. Donc il s'est assis et il a rappelé tout ce que Talon leur a fait. Il a rappelé le positionnement des troupes hostiles. Il a demandé qu'on montre aux anciens présidents béninois les preuves des agressions perpétrées contre l'armée nigérienne à partir de dispositifs installés au Bénin. Il leur a donné ça. Ils ont vu. Et voilà pourquoi vous pouvez comprendre que quand ils sont sortis, ils ont préféré ne pas faire de déclaration. Vous savez pourquoi ils n'ont pas fait de déclaration? Parce que qui ne dit mot consent. Quand tu as démontré à celui que tu allais voir que finalement c'est lui qui avait tort et que finalement il a reconnu, quand tu sors, tu dis on a trouvé une solution. Mais quand tu sors, tu dis je ne dis rien. C'est que ce qu'on t'a dit là-bas, ça t'a dépassé. Les deux anciens présidents béninois, quand ils sont sortis d'audience, ce que le président Tiani leur a donné comme preuve, c'était tellement lourd qu'ils ont dit, ici, là, aucune déclaration. Parce que s'ils faisaient une déclaration, ils devaient être obligés de reconnaître publiquement les torts du Bénin. Or, ce n'est pas ça qui va faciliter la médiation. S'ils faisaient une déclaration, ils devaient être obligés de reconnaître les arguments du Niger. Or, ce n'est pas ça qui va faciliter leur médiation. Qui ne dit mot consent? Les preuves que le Niger a données aux anciens présidents étaient tellement contraignantes qu'elles les ont poussés à adopter comme posture le silence. C'est un silence approbatif. C'est un silence de reconnaissance. C'est un silence qui vaut acceptation. Ils ont eu les preuves des bases militaires mobiles à partir desquelles le Niger est agressé. Ils ont eu les preuves du rôle de Patrice Talon dans l'agression organisée de la CEDEAO contre le Niger. Ils ont eu les preuves que la provocation de Talon sur la question du pipeline faisait partie d'un vaste plan ayant pour but de déclencher une mauvaise réaction de l'armée nigérienne
et par là de légitimer une agression otanienne barbare contre les forces armées du Niger. Ils ont eu toutes les preuves. Mais, écoutez, il y a quelque chose qui est important, c'est quand même que vous sachiez que les deux anciens présidents nigériens, béninois, n'ont pas du tout été surpris par ce qu'ils ont appris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a à peine 10 ans, tous les deux, que ce soit Nicéphore Soglo ou Yahi Boni, ont accusé Patrice Talon d'avoir tenté de les éliminer. Oui! Patrice Talon avait fui en France ici. Un mandat d'arrêt international avait été lancé contre lui par le régime Yahi Boni en 2012. Et c'est la justice française qui a sauvé Patrice Talon en refusant de l'extrader au Bénin. Talon que vous voyez là, il était pourchassé, on cherchait à l'amener pour le mettre en prison. Certains n'ont pas de mémoire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les anciens dirigeants béninois qui sont allés à Niamey se sont fait rafraîchir la mémoire. Ils se sont souvenus de tout le mal que Talon leur a fait. Et ils ont compris que ce n'est pas étonnant qu'ils fassent ça au Niger. J'ai retrouvé par exemple une vidéo ici où Yahi Boni témoigne de ce qu'on lui a fait. Monsieur Yahi, dites-nous un peu ce que Talon vous a fait. C'est ce qui nous permet de comprendre qu'après les révélations qui vous ont été faites à Niamey, vous-même vous avez adopté une posture de silence. Pourquoi Yahi ne parle pas? Après tout ce que les gens lui ont révélé à Niamey. Mais parce qu'il a reconnu le Talon qu'il connaît. Le Talon qu'il connaît. Je vous fais juste écouter un petit élément. Où Yahi Boni décrit qui est Talon. Parce que quand on voit Talon qui essaye de mettre la main sur le pétrole du Niger, on ne sait pas que Talon a opéré une OPA. Un rapt, une capture du Bénin. Les gens ne savent pas cela. Mais il faut que vous écoutiez par exemple là cette vidéo très intéressante dans laquelle Yahi Boni explique, ce qui lui est arrivé. Bon, alors, je mets ça. Trois proches du président béninois Boni Yahi ont été arrêtés pour tentative d'assassinat du chef de l'État. Il s'agit d'un ancien ministre, de son médecin personnel et d'une de ses nièces. Ils sont accusés d'avoir cherché à l'empoisonner. À la tête du Bénin depuis 2006, Boni Yahi assure également la présidence tournante de l'Union africaine. Ok, là ça c'est l'information, mais je veux la partie dans laquelle... Voilà, je vous fais écouter aussi ici ce que la justice française a fait pour sauver Talon. Vous comprenez pourquoi Talon doit beaucoup à la France, n'est-ce pas? Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement. Le droit a été dit, je suis satisfait. Mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela. Je vais vous montrer cette vidéo. Comme j'ai pensé à le faire depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Il faut dire que les juges en France n'extradent pas, en tous les cas ne peuvent pas donner, ne donnent pas leur feu vert à des demandes d'extradition quand celles-ci ne sont que le masque d'une persécution politique. Je vais vous montrer ça. Je considère que comment Talon a été Boni sauvé. Yahi doit tirer les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Il a perdu partout. Il a perdu devant le tribunal de première instance de Cotonou. Il a perdu devant la cour d'appel de Cotonou. Il perd devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Je crois que la démocratie... Ça, c'est il y a 10 ans. Écoutez. Le droit a été dit, je suis satisfait. Mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela. 2012. Comme j'ai pensé à le faire depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Il faut dire que les juges en France n'extradent pas, en tous les cas ne peuvent pas donner, ne donnent pas leur feu vert
à des demandes d'extradition quand celles-ci ne sont que le masque d'une persécution politique. Je considère que M. Boni Yayi doit tirer les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Il a perdu partout. Il a perdu devant le tribunal de Cotonou. Il a perdu devant la cour d'appel de Cotonou. Il perd devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Il faut qu'il considère que tous ne peuvent pas lui mentir. Alors, Patrice Talon était accusé d'être celui qui a instrumentalisé les proches du président Yayi Boni pour l'empoisonner. Il faut que vous le sachiez. Et j'ai une vidéo dans laquelle le président Yayi Boni s'exprime, dans laquelle il parle justement de Patrice Talon. Hop. Je crois que c'est cette vidéo-là. Hop. Sur le plateau pour nous parler, pour revenir sur... Voilà, je vais la publier ici. Affaire tentative d'assassinat de Boni Yayi, nouvelle révélation. Faut que vous êtes professeur de criminologie au Centre national des arts et métiers et vous venez de... Faut que vous sachiez, alors ça s'appelle affaire tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat de Boni Yayi, d'assassinat de Boni Yayi. Hop. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo en question. Sur le plateau pour nous parler, pour revenir sur l'affaire de la tentative d'empoisonnement du chef de l'État. Est-ce qu'il y a de nouveaux développements? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Il y a de nouvelles évolutions dans la procédure. Le juge d'instruction saisi par le procureur de la République a remis en début de soirée hier les deux mandats d'arrêt internationaux. Le premier décédé contre le sieur Patrice Talon. Vous voyez. Et le second décédé contre le sieur Boucault Olivier, sont complices dans cette affaire qui secoue l'opinion publique nationale et internationale. Et si je suis sur ce plateau, en dehors de ces évolutions, sur le plan procédural, je voudrais que vous me permettiez, monsieur le journaliste, de revenir sur quelques précisions concernant ces faits. Parce que, après le passage... Commissaire, je ne vous arrête pas, mais je voudrais demander si une affaire, parce que c'est une affaire qui est déjà instruite, vous l'avez dit, oui. Quand une affaire est en instruction, est-ce que c'est bien, est-ce que la loi permet qu'on en parle à la presse? Je vous remercie. J'ai écouté déjà certains avocats bien payés par Patrice Talon et sa bande, le terme est mesuré, dire qu'on ne devrait pas revenir sur certaines affaires déjà en justice. C'est vrai. Ça, c'est les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Oui. Mais tout de même, comme le disait un grand juriste français, je cite, plutôt périsse un principe que périsse l'État. Et un autre commissaire du gouvernement français de dire que lorsque la maison brûle, on ne va pas demander l'autorisation du pompier avant d'envoyer le juge. C'est pour vous dire que dans cette affaire, je ne voudrais pas que l'enseignement biblique se confirme. Parce que dans la Bible, il est écrit que le mal profite de l'ignorance. Et ceux qui sont concernés par ce dossier ont commencé par faire de la désinformation et de l'intoxication de l'opinion publique nationale et internationale. C'est pourquoi j'ai souhaité revenir sur ce plateau sur le résumé des faits. Je ne serai pas très long, mais permettez-moi de vous dire, monsieur le journaliste, que le sieur Patrice Talon a fait l'objet de plusieurs dossiers judiciaires engagés sur plainte du gouvernement par le parquet de Cotonou et donnant donc habilitation au commissariat central de la ville de Cotonou de procéder à des investigations. Mais il s'agit de grands dossiers et nous sommes allés pas à pas pour éviter toute précipitation. Ce qui a fait qu'à ce jour, on n'a pas encore déféré les personnes concernées au tribunal de Cotonou. Mais pendant que la police s'affairait à mener ces investigations, le sieur Patrice Talon a juré, et ça on peut le prouver,
par les faits, a juré d'en finir physiquement avec la personne du chef de l'État. Et pour ce faire, il a réussi à prendre langue. Quels sont les preuves que vous avez? Parce que c'est des affirmations graves là que vous. Est-ce que vous avez des preuves matérielles que de telles affirmations ont été faites par le sieur Talon? Je vous dis que je ne suis pas là pour enflammer le pays. Je suis gardien de la paix. Et ce que je suis venu parler à mes compatriotes, je suis venu leur dire de se calmer. Parce que vous ne connaissez pas encore les implications de cette affaire-là. Monsieur le journaliste, pensez que vous et moi, nous serions encore assis ici en train d'animer cette émission aujourd'hui si le chef de l'État était décédé le samedi dernier dans la nuit? Je vais vous donner un exemple, s'il vous plaît. Laissez-le parler là. Est-ce que ce journaliste était payé par Talon ou quoi? On s'amuse avec la vie d'un chef de l'État? Je vais vous donner un petit exemple avant de revenir sur les faits. Les ministres du gouvernement sont allés dans le nord du Bénin pour travailler. Est-ce que vous savez que ces ministres ont été renvoyés par les populations? Parce que les populations ont exigé des explications par rapport à cette ténébreuse affaire. Donc pour poursuivre, je disais que le sieur Patrice Talon, parce qu'il a vu ses intérêts mis en danger par les poursuites judiciaires engagées contre lui sur le dossier Coton, sur le dossier de 2 milliards et quelques qu'il a arraché à la douane indûment. Mon Dieu! Sur certains dossiers, dossiers concernant les engrais et consorts que le gouvernement a engagés contre lui, a décidé, j'ai dit bientôt, d'en finir physiquement avec le chef de l'État et avec toutes les personnes impliquées dans la chaîne des investigations, y compris le commissaire central de la ville de Cotonou. Vous voyez? Et donc, je disais tantôt qu'il a réussi à prendre langue avec le médecin militaire Cissé, qui est le médecin personnel du chef de l'État. La première rencontre a eu lieu à New York. Mon Dieu! Et pour être précis, à cette rencontre, M. Talon n'était pas là. Il a confié cette mission au sieur Moudjahidou, ancien ministre du président de la République, et au sieur Boucon Olivier, qui est son homme de main et son partenaire d'affaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette étape-là? Ils ont discuté, convaincu le médecin militaire sur le plan d'action dans le chef de l'État. Et le mode opératoire a été d'obtenir de ce médecin la liste des médicaments que le chef de l'État consomme quotidiennement, soit pour se reposer, soit pour se maintenir. Vous voyez les trucs de Talon? Et donc, le sieur Patrice Talon a pris l'habitude. Vous l'avez pas dit au moment qu'il a investi toute la vie de la République. Il connaît au millimètre près les programmes du chef de l'État, anticipe pour aller attendre la délégation présidentielle dans les pays étrangers. Il était aux États-Unis. Et le coup a été finalisé donc, à Bruxelles pendant le dernier séjour du chef de l'État. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Le sieur Patrice Talon a reçu d'abord la gouvernante du chef de l'État, à qui il a confié la mission de réussir à administrer les produits mortifères qu'il devrait faire envoyer à Cotonou. Incroyable. Et c'est la gouvernante de retour de l'hôtel qui fait la commission au médecin militaire, médecin personnel du chef de l'État, d'avoir à immédiatement rencontrer Patrice Talon. Et donc, lui également, il est allé. C'est dans cette manœuvre-là que des messages ont été interceptés. Vous voyez ça? Les faits de la cause, nous avons consigné quelques messages. Vous voyez? Je voudrais que vous me permettiez de vous lire un peu les messages que nous avons pu détecter sur les portables de la gouvernance du chef de l'État. Je ne vous arrête pas, mais c'est des éléments de preuve. Est-ce qu'il faut les manipuler sur... Voilà un journaliste payé par Talon. Laissez-le parler. Disons la vérité à nos compatriotes. Voilà. J'ai écouté des gens sur RFI aujourd'hui, monsieur le journaliste. Allez-y. J'ai écouté des gens sur RFI aujourd'hui, et moi je pense que c'est un journaliste corrompu. Des ciblés que RFI a écouté. Ça je le dis. J'ai écouté des gens sur RFI aujourd'hui qui ont dit des choses graves. Mais je dis, est-ce que nous imaginons ce qui aurait pu arriver si quelque chose était arrivé au chef de l'État? Donc je continue mon récit en vous disant ceci. Voici ce que nous avons fait compulser sur le portable de la dame. Celle qui doit nourrir le président. M. Patrice Talon. Voilà. Je suis formel dessus. Je cite. J'enverrai ce qu'il faut vendredi pour l'utiliser le samedi. Hein? Lundi, les 500 lui seront remis. La Cour décidera sûrement
dans les 8 jours à suivre. Moi-même, je rentrerai mercredi ou juste après la décision de la Cour et tu recevras de ma propre main le reste. C'est OK? Point d'interrogation, fin de citation. Incroyable. Et à la dame de lui envoyer en réponse reçu. Hein? La gouvernante de Yahi Boni. Le même jour, ton grand frère et toi, vous avez pris toutes les dispositions pour ce soir. Point d'interrogation. C'est pas même jour encore. Tu me fais signe dès que c'est avant d'aller se coucher, quelle que soit l'heure. Un autre message. J'attends ton SMS. Un autre message. Fais-moi signe. Un autre message. J'ai pas eu de telles nouvelles depuis ce matin. Quelle est la situation? La gouvernante qui nourrit Yahi Boni. Message du même jour. Il dit bonsoir Zoubé, ça va? Et le procès verbal de l'huissier des OPJ ont consigné les différents numéros qui sont échangés. Donc, comment il a convaincu la gouvernante du chef de l'État? Il a travaillé psychologiquement sur la gouvernante comme sur le médecin militaire en leur disant qu'il avait tout l'arsenal pour faire exploser l'avion du chef de l'État. Vous voyez? Et que la gouvernante et le médecin militaire ont donc intérêt à obéir, à collaborer pour ne pas mourir bêtement. Et qu'il est sûr qu'il va réussir à le faire. Astaghfirullah. Or, qu'ils ont une autre possibilité, c'est celle de prendre de l'argent et de faire administrer des produits mortels au chef de l'État. Oui. Voilà les faits. Et lorsque la police a intercepté ces messages, la police a pris ses responsabilités. Bon, je m'arrête là. Voilà l'homme auquel le Niger a affaire. Voilà l'homme auquel le Niger a affaire, Patrice Talon. Un homme qui a des pratiques de malfrats, de voyous, des pratiques de criminels. C'est à lui que le Niger a affaire. Je voulais que vous écoutiez ça. Et il y a quantité de témoignages, comme celui de Martin Rodriguez, que je vous ai fait écouter il y a quelques semaines. C'est à cet homme-là que le Niger a affaire. Donc quand les anciens présidents béninois sont allés, justement, à Niamey, les Nigériens ont ouvert un autre livre des horreurs de Talon. Et comme Nicéphore Soglo et Yahi Boni connaissent déjà Talon comme un individu monstrueux et dangereux, ils ont été interloqués. Ils ont été interloqués par ce que les Nigériens leur ont dit. Vous comprenez? D'où on peut conclure cet élément. Depuis que cette médiation a commencé, le gouvernement béninois de Talon fait le mort. Il fait comme s'il n'est même pas à l'origine. Il fait comme s'il n'a même pas autorisé cette médiation. Pourquoi? Parce qu'il sait que la partie nigérienne va révéler les ignominies supplémentaires que Talon a perpétrées. Et que ni le président Soglo, ni le président Yahi Boni ne connaissaient. Actuellement, là, ce que Soglo et Yahi Boni savent les a tellement dépassés, scandalisés, qu'ils ont préféré la voie du silence. Ils ont préféré la voie du silence. Donc, conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux hypothèses. Soit Patrice Talon renonce complètement à tout son plan qui a été révélé au président Yahi Boni et au président Nicéphore Soglo par le président Tchani, et à ce moment-là, la frontière va être ouverte. Soit Talon ne renonce pas à ce plan et la frontière ne sera pas ouverte. Je recommence, il n'y a que deux cas et je conclus dessus. Le plan là de Talon contre le Niger, ben, les Nigériens en ont donné les preuves aux anciens présidents béninois. Et ils ont dit aux anciens présidents béninois, quand vous retournerez à Cotonou, allez voir Talon pour lui dire que si ça est maintenu, la frontière reste fermée. Mieux, les dirigeants nigériens ont dit, on a compris que le pipeline est un moyen de chantage que Talon utilise pour nous pousser à un conflit permettant à ses alliés de nous attaquer davantage.
Nous n'allons pas tomber dans ce piège. D'ores et déjà, nous cherchons un nouveau chemin d'évacuation de notre pétrole vers l'océan. Nous trouverons un nouveau chemin. Nous pouvons nous raccorder bientôt au pipeline tchadien qui traverse le Cameroun et qui va au port de Kribi. Ça peut être une solution à court terme pour nous. Nous pouvons à long terme construire un pipeline qui va passer par le Togo pour aller au port de Lomé. Nous allons trouver des solutions alternatives au Bénin en attendant que vous, Béninois, vous ayez réglé le problème incarné par Talon. Parce qu'en fait, le peuple béninois est braqué par Talon et Talon devient un braqueur sous-régional. Il croyait pouvoir braquer le Niger refuse. Donc je conclus cet élément. C'est pas compliqué, il n'y a que deux cas. Talon renonce complètement au plan. Mais ça veut dire qu'il va se mettre à dos la tutelle de la France-Afrique. Il va se mettre à dos ses maîtres, ceux qui l'ont sauvé, quand il devait aller en prison pour tentative d'assassinat. Soit alors, Talon reste dans le plan et la frontière reste fermée. Mes chers amis, en l'état actuel des choses, voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet.